Vous savez, il y a quelques années, j'étais assis dans un café à San Diego avec un homme qui venait de vendre son entreprise pour plusieurs millions de dollars. Il avait 62 ans, les cheveux gris, une montre simple au poignet, pas de Rolex, pas de costume de luxe. Et je lui ai posé une question directe. Quel est le moment précis où ta vie financière a basculé? Il a souri, a pris une gorgée de son café et m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Il m'a dit: Brian, ce n'est pas quand j'ai gagné plus d'argent. C'est quand j'ai arrêté de me comporter comme si l'argent était quelque chose qui m'arrivait et que j'ai commencé à le traiter comme quelque chose que je dirigeais. Cette phrase m'a traversé comme une lame, parce que dans cette simple distinction, entre subir l'argent et le diriger, se trouve peut-être la différence la plus fondamentale entre ceux qui construisent une vie financière solide et ceux qui passent leur vie à courir après quelque chose qu'ils n'attrapent jamais. Ce que nous allons explorer ensemble aujourd'hui, ce n'est pas une série de conseils financiers techniques. Ce n'est pas une liste de placements à faire ou d'actions à acheter. Ce que nous allons faire, c'est quelque chose de beaucoup plus rare et beaucoup plus précieux. Nous allons regarder honnêtement comment vous pensez à l'argent, comment vous vous comportez avec lui, et pourquoi ces schémas, souvent invisibles, déterminent presque entièrement où vous en serez dans 10 ans. J'ai passé plus de 40 ans à étudier les comportements des gens qui réussissent financièrement. J'ai interviewé des milliers d'entrepreneurs, de cadres, d'investisseurs. J'ai lu des centaines de livres sur la psychologie de la richesse. Et j'ai enseigné ces principes à des millions de personnes à travers le monde. Et voici ce que j'ai appris avec certitude. La liberté financière n'est pas un mystère. Ce n'est pas réservé aux gens nés avec de l'argent ou avec un diplôme d'une grande école. C'est un ensemble de principes, de décisions et d'habitudes que n'importe qui peut apprendre et appliquer. Mais, et c'est un mais important, la plupart de ces principes vont à l'encontre de ce qu'on vous a enseigné. Ils contredisent ce que la société vous montre. Et ils exigent une chose que beaucoup de gens ne sont pas prêts à donner. La volonté de regarder la vérité en face. Alors si vous êtes prêt pour ça, si vous êtes prêt à remettre en question certaines de vos croyances les plus profondes sur l'argent, sur vous-même et sur ce qui est possible pour vous, alors restez avec moi. Parce que ce que nous allons aborder ensemble aujourd'hui pourrait littéralement changer la trajectoire de votre vie. Commençons par le commencement, par quelque chose que j'appelle le paradoxe de l'argent moderne. Nous vivons dans l'époque la plus prospère de l'histoire humaine. Jamais il n'y a eu autant d'opportunités de créer de la richesse. Jamais les outils d'investissement n'ont été aussi accessibles. Jamais l'information financière n'a été aussi disponible. Gratuitement, instantanément, pour tout le monde. Et pourtant, dans cette même époque, la grande majorité des gens arrivent à la retraite sans avoir accumulé suffisamment pour vivre confortablement sans travailler. Des études montrent régulièrement que la majorité des familles ne pourraient pas faire face à une dépense imprévue de quelques centaines d'euros sans s'endetter. Des millions de personnes qui gagnent des salaires décents, parfois même très bons, se retrouvent à 50 ans avec peu ou rien de côté. Comment est-ce possible? Comment, dans un monde aussi riche en opportunités, autant de gens se retrouvent-ils financièrement vulnérables? La réponse est inconfortable. Et c'est précisément pourquoi elle est si rarement dite clairement. Ce n'est pas un problème de revenus. Ce n'est pas un problème d'information. C'est un problème de comportement. Et derrière le comportement, il y a toujours une croyance. Voici l'une des observations les plus frappantes que j'ai faites au fil de mes années d'enseignement. Quand on demande aux gens pourquoi ils ne sont pas encore à l'aise financièrement, ils donnent presque toujours des réponses qui pointent vers l'extérieur. Je ne gagne pas assez. Le coût de la vie est trop élevé. Je n'ai pas eu les bonnes opportunités. L'économie est difficile. J'ai eu des coups durs. Et parfois, ces éléments sont vrais. Parfois, les circonstances jouent un rôle réel. Je ne suis pas en train de dire que tout le monde part avec les mêmes chances. Ce serait naïf et faux. Mais voici ce qui est fascinant. Quand vous étudiez des gens qui ont commencé dans des conditions difficiles, parfois dans une pauvreté réelle, parfois avec des handicaps sérieux, parfois dans des pays où les opportunités étaient limitées, et qui ont quand même construit une sécurité financière solide, vous découvrez quelque chose d'intéressant. Ils ne pointent presque jamais vers l'extérieur. Ils parlent de décision. Ils parlent d'habitude. Ils parlent de la façon dont ils ont appris à penser différemment. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un schéma. Et les schémas, ça se comprend, ça s'apprend et ça se reproduit. Alors parlons de la première chose que vous devez comprendre, si vous voulez vraiment transformer votre relation avec l'argent.
Parlons de ce que j'appelle votre thermostat financier. Chaque être humain a, quelque part dans son esprit, un niveau de confort financier programmé, un niveau d'argent qu'il se croit mérité ou capable de gérer. Et la vie, avec une précision presque mécanique, tend à ramener les gens vers ce niveau. Vous avez peut-être observé ce phénomène sans lui donner de nom. Un homme reçoit un héritage de 100 000 euros. 2 ans plus tard, il est revenu exactement là où il était avant. Une femme augmente son salaire de 30%. Mais ses dépenses augmentent d'autant et elle ne se retrouve pas plus à l'aise. Des gens gagnent des sommes considérables à la loterie et se retrouvent dans des difficultés financières pires qu'avant quelques années plus tard. Ce n'est pas de la malchance, c'est le thermata qui se réajuste. Votre thermata financier a été programmé pendant votre enfance, pendant votre adolescence, par les conversations que vous avez entendues autour de la table familiale, par les croyances de vos parents sur l'argent, par les messages que la société vous a envoyés. L'argent ne fait pas le bonheur. Les riches sont des gens qui exploitent les autres. On n'est pas des gens d'argent dans notre famille. Il faut travailler dur pour chaque centime. Ces phrases, souvent dites avec amour, souvent dites par des gens qui voulaient vous protéger, ont créé un cadre invisible autour de ce que vous vous permettez d'avoir. Et ce cadre est beaucoup plus puissant que n'importe quelle stratégie d'investissement. J'ai travaillé avec un entrepreneur au Canada, un homme brillant, travailleur, qui avait une entreprise qui fonctionnait bien. Chaque fois que son chiffre d'affaires approchait un certain seuil, quelque chose se passait. Un client important partait. Une dépense imprévue surgissait. Une décision bizarre qu'il prenait sabotait la progression. Quand nous avons creusé ensemble, nous avons découvert que son père lui avait dit, des dizaines de fois pendant son enfance, « Notre famille n'est pas faite pour être riche, on est des gens simples, des gens honnêtes. » Et dans son esprit d'enfant, il avait fait l'équation. Être riche, c'est ne pas être honnête. Être riche, c'est trahir sa famille. Ce n'est pas une histoire rare, c'est une histoire que j'ai entendue, sous différentes formes, des centaines de fois. La première étape pour construire un plan financier qui fonctionne vraiment, c'est donc d'identifier votre thermostat, de le rendre conscient, parce qu'on ne peut pas changer ce qu'on ne voit pas. Prenez un moment, pas maintenant, mais ce soir ou demain matin, pour vous poser cette question. Quand je pense à avoir beaucoup d'argent, qu'est-ce que je ressens vraiment? Est-ce que c'est de l'enthousiasme? Ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Une légère anxiété, un sentiment de culpabilité, une voix qui dit « ce n'est pas pour toi ». Ce que vous ressentez dans ces moments-là vous dit tout sur votre thermostat. Maintenant, comment le recalibre-t-on? C'est là que beaucoup de gens font une erreur. Ils pensent que changer ses croyances sur l'argent, c'est une question de pensée positive. Répéter des affirmations. Se convaincre. Et je ne dis pas que ces outils n'ont aucune valeur. Ils en ont. Mais ils ne sont pas suffisants seuls. Le vrai recalibrage du thermostat se fait par l'action combinée à la réflexion. Vous devez commencer à vous comporter différemment avec l'argent, même en petite quantité, et observer ce que ça vous fait. Vous devez créer de nouvelles expériences qui contredisent les vieilles croyances. Voici un exercice simple, mais puissant. Commencez à économiser un petit montant chaque semaine, même symbolique, même 10 euros. Mais faites-le avec intention. Faites-le en vous disant « Je suis quelqu'un qui gère son argent avec discipline ». Pas « J'essaie d'être quelqu'un qui économise ». Mais je suis quelqu'un qui économise. Cette distinction dans le langage que vous utilisez avec vous-même est plus importante qu'elle ne paraît. Les recherches en psychologie comportementale, notamment les travaux de James Clear sur la formation des habitudes, montrent que les changements durables commencent par un changement d'identité, pas seulement de comportement. Quand vous vous voyez comme quelqu'un qui gère bien son argent, vos actions commencent naturellement à s'aligner sur cette identité. Mais parlons maintenant de quelque chose de plus concret. Parlons de la mécanique d'un plan financier simple. Parce que simple est le mot-clé ici. Pas compliqué. Pas réservé aux experts. Simple, clair et applicable dès aujourd'hui. Il y a un principe que j'enseigne depuis des décennies et qui, à lui seul, pourrait transformer la situation financière de la plupart des gens s'ils l'appliquaient vraiment. C'est ce que j'appelle la règle du payez-vous en premier. Voici comment fonctionne la majorité des gens. Ils reçoivent leur salaire. Ils paient leurs factures. Ils couvrent leurs dépenses. Ils profitent un peu, un restaurant, une sortie, quelques achats. Et s'il reste quelque chose à la fin du mois, ils se disent qu'ils vont peut-être mettre quelque chose de côté. Mais bien sûr, il ne reste presque jamais quelque chose. Parce que les dépenses, comme les gaz, ont tendance à occuper tout l'espace disponible.
Ce schéma est si répandu qu'il semble normal. Mais il est financièrement catastrophique sur le long terme. La règle du payez-vous en premier inverse complètement cette logique. Dès que vous recevez votre revenu, quel qu'il soit, la première chose que vous faites, avant de payer quoi que ce soit d'autre, c'est de mettre de côté un pourcentage pour vous-même, pour votre futur, pour votre liberté. Combien? J'ai toujours recommandé de commencer par 10%. Pas parce que c'est un chiffre magique, mais parce que c'est un chiffre qui est à la fois significatif et supportable pour la plupart des gens. Si vous gagnez 2000 euros par mois, vous mettez 200 euros de côté avant de faire quoi que ce soit d'autre. Et voici ce qui se passe quand vous faites ça. Au début, vous vous dites que vous ne pouvez pas vous le permettre, que vos dépenses sont déjà trop élevées, que vous avez besoin de cet argent. Et puis, quelque chose d'intéressant se produit. Vous vous adaptez. Vous trouvez des façons de vivre avec les 90% restants. Parce que l'être humain est remarquablement adaptable quand il n'a pas le choix. Georges Clason l'avait compris il y a près d'un siècle quand il a écrit « L'homme le plus riche de Babylone ». Ce livre, écrit sous forme de parabole, situé dans l'ancienne Babylone, contient une sagesse financière qui reste parfaitement valable aujourd'hui. Et le principe central est exactement celui-là. Une partie de tout ce que vous gagnez vous appartient. Ce n'est pas une métaphore. C'est littéral. Quand vous dépensez tout ce que vous gagnez, vous travaillez pour tout le monde, sauf vous-même, pour votre propriétaire, pour les supermarchés, pour les banques, pour les entreprises qui vous vendent leurs produits. Quand vous mettez 10% de côté, vous commencez à travailler pour vous-même. Maintenant, où va cet argent que vous mettez de côté? C'est là que beaucoup de gens s'arrêtent, parce qu'ils ne savent pas quoi en faire. Alors laissez-moi vous donner un cadre simple. Pensez à votre situation financière comme à une maison avec plusieurs pièces. Chaque pièce a une fonction spécifique. Et votre argent doit être distribué dans ces pièces de manière intentionnelle. La première pièce, c'est le fonds d'urgence. C'est votre coussin de sécurité. L'objectif est d'avoir l'équivalent de 3 à 6 mois de dépenses vitales dans un compte accessible. Pas investi, pas bloqué. Accessible. Ce fonds est ce qui vous empêche de tomber dans l'endettement quand la vie vous envoie une surprise, une voiture qui tombe en panne, une perte d'emploi temporaire, une dépense médicale imprévue. Sans ce fonds, vous êtes perpétuellement vulnérable. Chaque imprévu devient une crise. Et les crises financières créent du stress. Et le stress crée de mauvaises décisions. Et les mauvaises décisions créent plus de problèmes. C'est un cycle que vous connaissez peut-être. Avec ce fonds, vous avez quelque chose de précieux. Du temps. Le temps de prendre de bonnes décisions sans être sous pression. Si vous n'avez pas encore ce fonds, c'est votre première priorité. Avant d'investir quoi que ce soit, avant de penser à la bourse ou à l'immobilier, construisez ce coussin. Parce que sans lui, vous serez toujours à un imprévu d'une crise. La deuxième pièce, c'est la gestion de la dette. Et je veux passer un moment sur ce sujet, parce qu'il est crucial et souvent mal compris. Il existe deux types de dettes fondamentalement différents. La dette qui vous appauvrit et la dette qui peut vous enrichir. Comprendre cette distinction pourrait vous économiser des années de travail. La dette qui vous appauvrit, c'est ce que j'appelle la dette de consommation. Ce sont les crédits à la consommation, les découverts, les cartes de crédit utilisées pour financer un style de vie que vous ne pouvez pas vraiment vous permettre. Cette dette a des taux d'intérêt élevés, elle finance des choses qui perdent de la valeur et elle crée un poids permanent sur votre budget. Chaque euro que vous payez en intérêt sur une dette de consommation est un euro qui ne travaille pas pour vous. J'ai rencontré des gens qui payaient plusieurs centaines d'euros par mois en intérêt sur diverses dettes de consommation. Quand on calcule ce que ces sommes auraient représenté sur 20 ans investis à un rendement modeste, le chiffre est stupéfiant. Des dizaines, parfois des centaines de milliers d'euros de richesse potentielle dissous dans des intérêts sur des achats dont ils ne se souvenaient même plus. Éliminer la dette de consommation doit être une priorité absolue. Pas parce que l'endettement est moralement mauvais, ce n'est pas une question de morale. C'est une question de mathématiques. Rembourser une dette à 15% d'intérêt, c'est l'équivalent d'un investissement garanti à 15%. Vous ne trouverez pas ça ailleurs. La stratégie que je recommande pour éliminer la dette de consommation est simple. Listez toutes vos dettes avec leurs soldes et leur taux d'intérêt. Payez le minimum sur toutes sauf celle avec le taux le plus élevé. Sur celle-là, mettez tout l'argent supplémentaire que vous pouvez. Quand elle est remboursée, prenez tout ce que vous payez dessus et ajoutez-le
au remboursement de la prochaine. C'est ce qu'on appelle l'effet boule de neige. Ça marche. Ça marche parce que c'est simple, parce que vous voyez des progrès, et parce que chaque dette éliminée libère des ressources pour la suivante. La dette qui peut vous enrichir, en revanche, c'est la dette utilisée pour acquérir des actifs qui génèrent de la valeur ou des revenus. Un emprunt immobilier pour acheter un bien qui prend de la valeur ou qui génère des loyers. Un emprunt pour financer une formation qui augmente significativement votre capacité à gagner. Dans ces cas, la dette est un outil. Mais même là, elle doit être utilisée avec discernement et prudence. Passons maintenant à la troisième pièce, l'investissement. Et c'est là que beaucoup de gens se sentent dépassés, intimidés ou paralysés. Alors laissez-moi vous donner une perspective qui va peut-être simplifier les choses. L'investissement, dans sa forme la plus fondamentale, c'est faire travailler votre argent à votre place. C'est mettre votre argent dans des endroits où il va générer plus d'argent, pendant que vous dormez, pendant que vous travaillez, pendant que vous vivez votre vie. Et le principe le plus puissant en matière d'investissement n'est pas un secret de Wall Street. Ce n'est pas une stratégie complexe réservée aux experts. C'est quelque chose qu'Albert Einstein aurait appelé, selon la légende, du moins, la huitième merveille du monde. C'est les intérêts composés. Voici comment ça fonctionne concrètement. Si vous investissez 1 000 € aujourd'hui à un rendement annuel de 7%, ce qui est un rendement historique raisonnable pour un portefeuille diversifié d'actions. Dans 10 ans, vous n'avez pas 1 700 €. Vous avez presque 2 000 €. Dans 20 ans, vous avez presque 4 000 €. Dans 30 ans, presque 8 000 €. Et dans 40 ans, plus de 15 000 €. Vos 1 000 € originaux ont été multipliés par 15 sans que vous fassiez quoi que ce soit. Juste en laissant le temps faire son travail. Maintenant, multipliez ça par des contributions régulières. Si vous investissez 200 € par mois pendant 30 ans à 7% de rendement annuel, vous n'avez pas investi 72 000 €. Vous avez accumulé plus de 240 000 €. La différence, plus de 170 000 €. C'est la magie des intérêts composés. Mais voici le facteur le plus critique dans cette équation. Le temps. Plus vous commencez tôt, plus l'effet est puissant. Une personne qui commence à investir à 25 ans avec des montants modestes se retrouvera souvent plus riche à la retraite qu'une personne qui commence à 45 ans avec des montants beaucoup plus importants, parce que le temps est l'ingrédient irremplaçable. J'aime illustrer ça avec ce que j'appelle l'histoire des deux frères. Disons que Pierre commence à investir 200 € par mois à l'âge de 25 ans, il continue pendant 10 ans, puis il s'arrête complètement. Il n'investit plus un centime. Son frère Paul attend d'avoir 35 ans pour commencer, mais lui continue d'investir 200 € par mois pendant 30 ans jusqu'à la retraite. À 65 ans, qui a plus d'argent? Pierre, qui a investi pendant seulement 10 ans, a presque toujours plus que Paul, qui a investi pendant 30 ans. Parce que les 10 premières années de Pierre ont eu 30 ans supplémentaires pour composer. Cette histoire n'est pas là pour décourager ceux qui commencent tard. Il n'est jamais trop tard pour commencer. Mais elle illustre avec force pourquoi chaque année que vous attendez a un coût réel, mesurable, souvent beaucoup plus élevé qu'on ne le réalise. Alors comment investir concrètement? Je ne vais pas vous dire d'acheter telle action ou tel fonds spécifique, parce que ce n'est pas mon rôle ici, et parce que les circonstances individuelles varient. Mais je peux vous donner des principes qui ont résisté à l'épreuve du temps. Premier principe, diversifier. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. C'est un cliché parce que c'est vrai. La diversification réduit le risque sans nécessairement réduire le rendement à long terme. Les fonds indiciels, des fonds qui répliquent simplement la performance d'un marché entier, comme les 500 plus grandes entreprises américaines ou européennes, offrent une diversification instantanée à très faible coût. Deuxième principe, investissez régulièrement, indépendamment des conditions du marché. Cette stratégie s'appelle le dollar cost averaging ou l'investissement programmé. Quand vous investissez la même somme chaque mois, vous achetez automatiquement plus de parts quand les prix sont bas et moins quand ils sont élevés. Sur le long terme, cette approche bat souvent les tentatives de timing du marché. Troisième principe, pensez long terme. Les marchés financiers sont volatiles à court terme. Ils montent, ils descendent, ils font peur, mais sur des périodes de 10, 20, 30 ans, les marchés actions ont historiquement toujours monté. Le problème n'est pas le marché, c'est la réaction émotionnelle des investisseurs face aux baisses. Les gens qui vendent quand ça baisse et achètent quand ça monte, l'exact opposé de ce qu'il faut faire, sont ceux qui obtiennent les moins bons résultats. Warren Buffett,
l'un des investisseurs les plus couronnés de succès de l'histoire, a dit quelque chose que j'aime beaucoup. Le marché boursier est un dispositif pour transférer l'argent des impatients vers les patients. Quatrième principe, minimisez les frais. Les frais de gestion semblent petits, 1%, 2% par an. Mais sur 20 ou 30 ans, ces frais peuvent réduire votre capital final de 30 à 50%. Choisissez des véhicules d'investissement à faible frais. La différence entre un fonds qui prend 2% et un fonds qui prend 0,2% peut représenter des centaines de milliers d'euros sur une vie d'investissement. Maintenant, je veux aborder quelque chose qui est peut-être encore plus important que toutes ces stratégies. Je veux parler de la relation entre votre capacité à gagner de l'argent et votre développement personnel. Voici une vérité que j'ai observée encore et encore, votre revenu suit votre valeur, pas votre valeur en tant qu'être humain. Ça c'est inestimable et ça n'a rien à voir avec l'argent. Mais votre valeur économique, ce que vous apportez au marché, ce que vous savez faire, les problèmes que vous pouvez résoudre. Le marché ne paye pas pour les efforts. Le marché ne paye pas pour le temps passé. Le marché paye pour les résultats et pour la valeur créée. C'est une réalité qui peut sembler froide, mais la comprendre et l'accepter est libérateur. Parce que ça signifie que si vous voulez gagner plus, la question n'est pas comment trouver un employeur plus généreux ou comment obtenir une augmentation. La question est comment puis-je augmenter ma valeur sur le marché? Et augmenter sa valeur sur le marché, c'est quelque chose sur lequel vous avez un contrôle direct. C'est une décision. C'est un investissement dans vous-même, qui est souvent le plus rentable de tous. J'ai eu un étudiant, appelé Marc, qui travaillait comme technicien dans une entreprise de maintenance industrielle. Il gagnait correctement, mais il s'était convaincu que son salaire était plafonné par son secteur, par son âge, par son niveau d'éducation. Il avait 40 ans et il pensait que le dé était jeté. Lors d'un de mes séminaires, je lui ai posé une question. Qu'est-ce que vous pourriez apprendre dans les prochains 18 mois qui doublerait votre valeur sur le marché? Il n'avait jamais pensé à la question de cette façon. Après réflexion, il a identifié 2 certifications techniques dans son domaine qui étaient très demandées et que peu de gens avaient. Il a décidé d'investir 6 mois de soirées et de week-ends pour les obtenir. 18 mois plus tard, son salaire avait augmenté de 60%. Pas parce qu'il avait trouvé un employeur plus généreux, parce qu'il avait augmenté sa valeur. Cette histoire se répète avec des variations infinies. Le principe est toujours le même. Jim Rohn, mon mentor, l'homme qui a eu plus d'influence sur ma pensée que presque n'importe qui d'autre, avait une formule que j'ai adoptée et enseignée pendant des décennies. Travaillez plus dur sur vous-même que sur votre travail. Ce qu'il voulait dire, c'est que la plupart des gens investissent toute leur énergie dans leur travail quotidien, mais très peu dans leur développement personnel, et pourtant, c'est ce développement qui détermine la trajectoire à long terme. Combien d'heures par semaine investissez-vous dans l'apprentissage? Dans la lecture de livres qui élargissent vos compétences ou votre pensée? Dans des formations, des cours, des conversations avec des gens plus avancés que vous, dans des domaines qui vous intéressent? Si la réponse est pas beaucoup, ou presque pas, alors vous avez identifié l'un des leviers les plus puissants sur lequel vous pouvez agir immédiatement. Je recommande souvent ce que j'appelle l'indiversité de voiture. Pendant vos trajets en voiture, au lieu d'écouter de la musique ou des émissions de divertissement, écoutez des livres audio, des podcasts éducatifs, des cours. Le temps moyen que les gens passent dans leur voiture chaque année équivaut à plusieurs semaines de formation continue. C'est un trésor de temps disponible que la plupart des gens gaspillent. Parlons maintenant d'un aspect de la psychologie de l'argent qui est particulièrement important et particulièrement sous-estimé. La relation entre l'argent et les émotions. L'argent est l'un des sujets les plus émotionnellement chargés de l'existence humaine. Il est lié à notre sentiment de sécurité, à notre estime de soi, à nos relations, à notre sentiment de liberté ou de contrainte. Et parce qu'il est si émotionnellement chargé, les décisions financières sont rarement purement rationnelles. Les économistes comportementaux, Daniel Kahneman, Richard Thaler et d'autres, ont documenté de façon rigoureuse comment les biais cognitifs et les émotions influencent nos décisions financières de manière systématique et prévisible. Et ces biais nous coûtent cher. Prenons l'un des plus courants, l'aversion à la perte. Des recherches montrent que la douleur de perdre une somme d'argent est psychologiquement environ 2 fois plus intense que le plaisir d'en gagner la même somme. Autrement dit, perdre 100 euros fait 2 fois plus mal que gagner 100 euros fait plaisir. Ce biais a des conséquences pratiques importantes. Il explique pourquoi les gens gardent des investissements perdants trop longtemps. Parce que vendre,
c'est rendre la perte réelle, et ça fait trop mal. Il explique pourquoi les gens vendent des investissements gagnants trop tôt, pour sécuriser le gain avant de le perdre. Il explique pourquoi les gens évitent de prendre des risques raisonnables qui pourraient améliorer significativement leur situation. Comprendre ce biais ne le fait pas disparaître, mais ça vous permet de le reconnaître quand il opère, et de vous poser la question: est-ce que je prends cette décision parce qu'elle est rationnellement bonne, ou parce que je veux éviter la douleur émotionnelle de la perte? Un autre biais puissant, c'est ce que les économistes appellent le présent bias, le biais du présent. Nous sommes biologiquement câblés pour accorder beaucoup plus de valeur au plaisir immédiat qu'au plaisir futur. 1 euro, aujourd'hui, vaut psychologiquement bien plus qu'1 euro dans 10 ans. Même si rationnellement, avec des intérêts composés, l'euro dans 10 ans devrait valoir plus. C'est pourquoi il est si difficile d'épargner. Épargner, c'est sacrifier un plaisir présent pour un bénéfice futur. Et notre cerveau résiste à ça. Il cherche des justifications pour dépenser maintenant. Je le mérite. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Je commencerai à épargner le mois prochain. La solution n'est pas de devenir un robot sans émotion. La solution est de mettre en place des systèmes qui contournent ce biais. Automatisez vos économies. Mettez en place un virement automatique le jour où vous recevez votre salaire vers votre compte d'épargne ou d'investissement. Quand l'argent n'est jamais dans votre compte courant, vous ne ressentez pas la tentation de le dépenser. C'est l'une des stratégies les plus simples et les plus efficaces qui existent. Pas parce qu'elle exige de la discipline, mais précisément parce qu'elle ne l'exige pas. Elle automatise la bonne décision. Je veux maintenant vous parler de quelque chose que j'appelle le piège du style de vie. C'est l'un des phénomènes les plus insidieux dans la vie financière des gens qui réussissent professionnellement. Voici ce qui se passe. Vous commencez votre carrière avec un revenu modeste. Vous vivez simplement. Vous faites attention, puis votre revenu augmente. Et naturellement, votre style de vie s'améliore aussi. Vous prenez un appartement plus grand. Vous achetez une meilleure voiture. Vous partez en vacances plus loin. Vous mangez dans de meilleurs restaurants. C'est normal. C'est humain. Il n'y a rien de mal à profiter des fruits de votre travail. Mais voici le problème. Pour beaucoup de gens, chaque augmentation de revenus est entièrement absorbée par une augmentation équivalente du style de vie. Ils gagnent 2 fois plus qu'il y a 10 ans, mais ils n'ont pas plus de marge financière, parce que leurs dépenses ont suivi exactement la même courbe que leurs revenus. Ce phénomène a un nom dans la littérature économique: l'inflation du style de vie, ou lifestyle creep. Et c'est l'une des principales raisons pour lesquelles des gens avec des revenus élevés se retrouvent financièrement vulnérables. Thomas Stanley, dans son livre remarquable The Millionaire Next Door, qui a étudié les habitudes financières de millionnaires américains, a fait une découverte qui a surpris beaucoup de gens. La plupart des vrais millionnaires ne vivent pas dans des maisons somptueuses, ne conduisent pas des voitures de luxe, ne portent pas de montres à 10 000 euros. Ils vivent de façon relativement modeste par rapport à leurs revenus. Ils ont une grande différence entre ce qu'ils gagnent et ce qu'ils dépensent. Et c'est cette différence, ce que Stanley appelle l'accumulation de richesse, qui les a rendus riches. En revanche, les gens qui ont l'apparence de la richesse, les grandes maisons, les voitures de luxe, les vêtements de marque, sont souvent ceux qui ont le moins de richesse réelle. Ils ont échangé la liberté financière contre l'apparence de la richesse. Je ne dis pas que vous ne devriez jamais vous offrir de belles choses. Absolument pas. Mais je vous invite à vous poser cette question, honnêtement: quand vous dépensez de l'argent pour améliorer votre style de vie, est-ce que vous le faites parce que ça vous apporte vraiment de la joie et de la valeur? Ou est-ce que vous le faites pour signaler quelque chose aux autres, votre succès, votre statut, votre valeur? Parce que dépenser pour signaler aux autres est l'une des formes les plus coûteuses et les moins satisfaisantes de consommation. Vous payez un prix réel pour acheter l'approbation de gens qui, souvent, ne font même pas vraiment attention. Il y a une phrase que j'aime beaucoup et qui capture cette idée: nous dépensons de l'argent que nous n'avons pas pour acheter des choses dont nous n'avons pas besoin pour impressionner des gens que nous n'aimons pas vraiment. C'est une caricature, bien sûr, mais comme toutes les bonnes caricatures, elle contient une vérité inconfortable. La vraie question à se poser quand vous envisagez une dépense importante est: est-ce que cette dépense m'approche de la liberté financière ou m'en éloigne? Est-ce que c'est un actif, quelque chose qui va prendre de la valeur ou générer des revenus? Ou est-ce un passif, quelque chose qui va perdre de la valeur et me coûter de l'argent à entretenir?
Robert Kiyosaki a popularisé cette distinction entre actif et passif dans Père riche, Père pauvre, et même si certains aspects de ses conseils peuvent être débattus, cette distinction fondamentale est précieuse. Les gens qui construisent de la richesse allouent systématiquement une plus grande part de leurs ressources vers des actifs. Les gens qui restent financièrement vulnérables allouent la plupart de leurs ressources vers des passifs. Maintenant, je veux aborder un sujet qui est souvent évité dans les discussions sur l'argent, parce qu'il touche à quelque chose de profondément personnel. La relation entre l'argent et le temps. Le temps est votre ressource la plus précieuse. Pas l'argent, le temps. Parce que l'argent peut être regagné, le temps non. Chaque heure que vous passez à faire quelque chose ne peut pas être récupérée. Et pourtant, la plupart des gens gèrent leur temps avec beaucoup moins de soin qu'ils ne gèrent leur argent. Ils seraient horrifiés de perdre 100 €, mais ils passent des heures chaque jour à regarder des contenus qui ne les enrichissent, ni intellectuellement ni financièrement, sans ressentir aucune perte. La liberté financière, dans sa forme la plus profonde, c'est la liberté de choisir comment vous passez votre temps. C'est ne plus être obligé de vendre votre temps à quelqu'un d'autre pour survivre. C'est avoir suffisamment d'actifs qui génèrent des revenus pour que vous puissiez choisir ce que vous faites de vos journées. Cette définition de la liberté financière est plus utile que de se fixer un chiffre arbitraire. Parce qu'elle est personnelle. Pour certains, la liberté financière signifie ne plus avoir besoin de travailler du tout. Pour d'autres, elle signifie pouvoir choisir un travail qu'ils aiment même si ça paie moins. Pour d'autres encore, elle signifie pouvoir prendre 6 mois de congé pour voyager ou pour s'occuper d'un parent malade sans que leur vie financière s'effondre. Quelle est votre définition personnelle de la liberté financière? Pas celle que la société vous impose, pas celle que vous avez vue dans une publicité. La vôtre. Prenez le temps d'y réfléchir sérieusement, parce que vous ne pouvez pas atteindre une destination que vous n'avez pas clairement définie. Une fois que vous avez cette définition, vous pouvez calculer ce que j'appelle votre nombre de liberté, le montant d'actifs ou de revenus passifs dont vous avez besoin pour atteindre cette liberté. Et avoir ce nombre en tête change tout. Ça transforme un objectif vague et lointain en quelque chose de concret et de mesurable. Parlons maintenant d'un principe qui est probablement l'un des plus contre-intuitifs que j'enseigne et qui est pourtant l'un des plus puissants. Je l'appelle le principe de la générosité stratégique. Il y a une idée répandue selon laquelle pour accumuler de la richesse, il faut être avare, garder tout pour soi, ne donner que le minimum. Et cette idée est non seulement moralement discutable, elle est aussi financièrement incorrecte. Les études sur les habitudes des gens très riches montrent de façon consistante qu'ils donnent proportionnellement beaucoup plus que les gens moins riches. Ce n'est pas seulement parce qu'ils peuvent se le permettre, c'est aussi parce que la générosité fait partie de leur mentalité. Et il y a une raison psychologique profonde à ça. Quand vous donnez, vous envoyez à votre esprit un signal puissant. J'ai assez. Je vis dans l'abondance. Et quand votre esprit croit que vous vivez dans l'abondance, il commence à chercher des opportunités de créer plus d'abondance. Quand votre esprit croit que vous vivez dans la rareté, il se contracte, il devient défensif. Et paradoxalement, il crée plus de rareté. Ce n'est pas de la pensée magique, c'est de la psychologie. L'état d'esprit d'abondance ou de rareté influence directement les décisions que vous prenez, les risques que vous êtes prêt à prendre, les relations que vous cultivez, les opportunités que vous reconnaissez. Je ne vous dis pas de donner au-delà de vos moyens. Je vous dis que réserver une petite partie de vos revenus pour la générosité, que ce soit pour des causes qui vous tiennent à cœur, pour aider des gens dans votre entourage, pour contribuer à votre communauté, n'est pas un luxe réservé aux riches. C'est une pratique qui paradoxalement peut vous aider à devenir plus riche. Il y a aussi une dimension pratique à ça. Les gens généreux construisent des réseaux plus solides. Ils créent de la bonne volonté autour d'eux. Et dans le monde des affaires et des opportunités, les relations et la réputation ont une valeur économique réelle et souvent sous-estimée. Permettez-moi maintenant de parler de quelque chose qui est au cœur de tout ce que nous avons discuté aujourd'hui, les habitudes quotidiennes. Nous avons parlé de mentalité, de stratégie, de principes. Mais tout ça reste théorique, si ça ne se traduit pas en comportements quotidiens concrets. Et les comportements quotidiens, répétés assez longtemps, deviennent des habitudes. Et les habitudes, elles, déterminent les résultats à long terme. Aristote avait dit « Nous sommes ce que nous faisons de façon répétée. L'excellence n'est donc pas un acte, mais une habitude. » Cette vérité s'applique parfaitement à la finance personnelle. Les gens qui construisent une liberté financière ne font pas des choses extraordinaires, ils font des choses ordinaires.
de façon extraordinairement consistante. Ils épargnent chaque mois, même quand c'est difficile. Ils investissent régulièrement, même quand les marchés font peur. Ils continuent à apprendre, même quand ils sont occupés. Ils maintiennent leur budget, même quand c'est tentant de le dépasser. Ce n'est pas du glamour, c'est de la discipline. Et la discipline, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, n'est pas quelque chose que vous avez ou n'avez pas. C'est quelque chose que vous développez progressivement, en commençant par de petits engagements et en les tenant. Voici un cadre simple pour commencer à construire des habitudes financières solides. Je l'appelle les 5 pratiques quotidiennes de la santé financière. Première pratique, la conscience financière. Chaque jour, prenez 2 minutes pour regarder vos comptes. Pas pour vous angoisser, juste pour rester conscient. Les gens qui ne regardent jamais leurs comptes sont comme des conducteurs qui conduisent les yeux fermés. Ils ne savent pas où ils vont, ils ne voient pas les obstacles. La conscience est la première condition du contrôle. Deuxième pratique, la règle des 24 heures. Pour toute dépense non essentielle au-dessus d'un certain seuil, disons 50 € ou 100 € selon votre situation, attendez 24 heures avant d'acheter. Cette simple règle élimine une énorme proportion des achats impulsifs. Après 24 heures, vous vous rendrez souvent compte que l'envie s'est dissipée ou que vous n'en avez pas vraiment besoin. Troisième pratique, l'apprentissage continu. Consacrez au moins 20 minutes par jour à apprendre quelque chose qui améliore votre valeur professionnelle ou votre compréhension financière. Un livre, un podcast, un cours. 20 minutes par jour, c'est 120 heures par an. C'est l'équivalent de 3 semaines de formation intensive. Imaginez ce que ça représente sur 10 ans. Quatrième pratique, la revue hebdomadaire. Une fois par semaine, prenez 15 à 30 minutes pour faire le point sur votre situation financière. Avez-vous respecté votre budget cette semaine? Avez-vous mis de côté ce que vous aviez prévu? Y a-t-il des ajustements à faire? Cette revue régulière vous permet de rester sur la bonne voie et de corriger rapidement, avant que les petits écarts ne deviennent de grands problèmes. Cinquième pratique, la visualisation du futur. Chaque semaine, prenez quelques minutes pour vous imaginer clairement dans votre situation financière idéale. Pas de façon vague, de façon précise. Où habitez-vous? Comment passez-vous vos journées? Quel sentiment de liberté avez-vous? Cette pratique n'est pas de la pensée magique, c'est de la programmation mentale. Elle maintient votre motivation et oriente votre attention vers les opportunités et les décisions qui vous rapprochent de cet objectif. Je veux maintenant aborder un sujet qui est souvent le plus difficile à discuter honnêtement. Les relations et l'argent. Votre environnement humain, les personnes avec qui vous passez le plus de temps, a une influence considérable sur vos habitudes financières, sur vos croyances, sur l'argent, et ultimement sur vos résultats financiers. Jim Rohn avait une formule célèbre. Vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps. C'est peut-être une simplification, mais elle contient une vérité profonde. Les comportements, les attitudes, les croyances sont contagieux. Nous nous conformons inconsciemment aux normes du groupe auquel nous appartenons. Si vous passez la majorité de votre temps avec des gens qui dépensent impulsivement, qui se plaignent de leur situation financière, sans rien changer, qui se moquent de ceux qui font attention à leur argent, alors vous allez subir une pression constante, souvent invisible, pour vous conformer à ces normes. À l'inverse, si vous passez du temps avec des gens qui sont sérieux dans leur approche de l'argent, qui investissent, qui apprennent, qui construisent, alors ces comportements deviennent la norme autour de vous. Et il est beaucoup plus facile de maintenir de bonnes habitudes quand elles sont renforcées par votre environnement social. Je ne vous dis pas de couper les ponts avec vos amis ou votre famille, mais je vous invite à être conscient de l'influence de votre environnement et à chercher activement à vous connecter avec des gens qui ont la mentalité et les habitudes que vous voulez développer. Rejoignez des groupes d'investisseurs, participez à des événements professionnels, lisez des biographies de personnes qui ont réussi financièrement. Ces connexions, même indirectes, même à travers des livres, influencent votre façon de penser et dans vos relations proches, notamment dans un couple, la communication ouverte sur l'argent est absolument essentielle. Les conflits financiers sont l'une des principales causes de rupture et de divorce. Et ces conflits viennent souvent non pas d'un manque d'argent, mais d'un manque d'alignement sur les valeurs, les priorités et les objectifs financiers. Si vous êtes en couple, avez-vous eu des conversations honnêtes sur votre vision financière commune, sur vos objectifs à long terme, sur vos habitudes de dépenses et d'épargne, sur vos peurs et vos croyances autour de l'argent? Ces conversations sont difficiles. Elles peuvent être inconfortables,
mais elles sont indispensables pour construire une vie financière saine ensemble. Parlons maintenant de quelque chose que j'appelle le paradoxe de la patience et de l'urgence. La construction d'une liberté financière exige de la patience. C'est un projet à long terme. Les intérêts composés prennent du temps. Les investissements prennent du temps. Le développement de compétences prend du temps. Vous ne pouvez pas précipiter ces processus. Et en même temps, il y a une urgence réelle à commencer. Chaque année que vous attendez a un coût. Chaque mois où vous ne mettez pas en place les bonnes habitudes est un mois perdu. Comment réconcilier ces deux réalités? Comment être à la fois patient dans l'exécution et urgent dans le démarrage? La réponse, je crois, est dans la distinction entre les résultats et les actions. Vous devez être patient avec les résultats, ils prennent du temps à se manifester, mais vous devez être urgent dans les actions. Elles, vous pouvez les commencer aujourd'hui, maintenant, immédiatement. Commencez petit si nécessaire, mais commencez. L'inertie est l'ennemi de la richesse. Chaque action, même minuscule, brise cette inertie et crée un élan. Je me souviens d'une femme lors d'un de mes séminaires à Lyon, elle devait avoir 45 ans, institutrice, qui m'a dit après la conférence qu'elle avait toujours pensé qu'il était trop tard pour elle, qu'elle n'avait pas commencé assez tôt, qu'elle n'avait pas eu les bonnes opportunités, qu'elle ne gagnerait jamais assez pour vraiment changer sa situation. Je lui ai demandé combien d'années elle pensait avoir encore devant elle. Elle a dit « Eh bien, au moins 30, j'espère. 30 ans, avec une épargne et un investissement systématique, pendant 30 ans, même à des niveaux modestes, les résultats peuvent être transformateurs. Le problème n'était pas ses ressources. Le problème était sa croyance que c'était trop tard. 2 ans après ce séminaire, elle m'a envoyé un message. Elle avait mis en place un plan d'épargne automatique, avait ouvert un compte d'investissement et avait commencé à lire régulièrement sur la finance personnelle. Elle m'a dit « Pour la première fois de ma vie, je me sens en contrôle de mon argent. » Ce sentiment de contrôle, ce n'est pas anodin. C'est l'un des sentiments les plus libérateurs qui existent. Et il ne vient pas d'avoir beaucoup d'argent. Il vient d'avoir un plan, de l'exécuter et de voir les résultats, même petits, commencer à se manifester. Abordons maintenant un sujet que beaucoup de gens évitent parce qu'il touche à leurs peurs les plus profondes. Le risque. Nous avons été conditionnés par notre éducation, par nos parents, par la société, à voir le risque comme quelque chose à éviter, à tout prix. Joue la sécurité. Ne mets pas tout sur une carte. Mieux vaut tenir que courir. Et il y a une sagesse dans ces conseils. Prendre des risques inconsidérés peut être catastrophique. Mais voici ce que peu de gens réalisent. L'absence de risque est elle-même un risque. Un risque souvent plus grand que celui qu'on essaie d'éviter. Quand vous gardez tout votre argent dans un compte, courant ou un livret à taux quasi nul, vous ne prenez pas de risque, vous pensez. Mais vous prenez en réalité le risque de l'inflation, le risque que votre argent perde de la valeur en termes réels chaque année. Vous prenez le risque de ne jamais atteindre la liberté financière. Vous prenez le risque de travailler jusqu'à 65 ans et d'arriver à la retraite sans avoir suffisamment. Ce n'est pas l'absence de risque, c'est simplement un risque différent, un risque lent, invisible, qui ne fait pas mal immédiatement, mais qui a des conséquences dévastatrices sur le long terme. La vraie question n'est pas comment éviter le risque, mais comment gérer le risque intelligemment. Il y a une différence fondamentale entre le risque calculé et l'imprudence. Le risque calculé, c'est investir dans des actifs diversifiés sur le long terme, en sachant qu'il y aura des fluctuations, mais en ayant confiance dans la tendance historique. C'est lancer une activité secondaire après avoir fait ses recherches et tester l'idée à petite échelle. C'est investir dans une formation qui améliore votre valeur professionnelle. L'imprudence, c'est mettre toutes ses économies dans une seule action sur un tuyau d'un ami. C'est s'endetter lourdement pour un investissement spéculatif. C'est prendre des décisions financières importantes sous l'influence de l'euphorie ou de la peur. La différence entre les deux, c'est la préparation, l'information et la réflexion. Un principe que j'enseigne souvent. Ne prenez jamais une décision financière importante sous l'emprise d'une émotion forte, que ce soit l'enthousiasme, la peur, la cupidité ou la panique. Les émotions fortes déforment le jugement. Quand vous vous sentez très excité par une opportunité ou très effrayé par une menace, c'est précisément le moment de ralentir, de prendre du recul et de consulter des sources objectives. Je veux maintenant vous parler d'un concept que j'appelle les décisions de levier. C'est quelques décisions clés qui ont un impact disproportionné sur votre trajectoire financière.
Dans la vie financière de chacun, il y a quelques décisions qui comptent beaucoup plus que les autres. Ce ne sont pas les petites décisions quotidiennes, bien qu'elles comptent aussi. Ce sont les grandes décisions stratégiques qui définissent le cadre dans lequel vous évoluez. La première décision de levier, c'est la décision de carrière. Quel secteur, quelle profession, quelle spécialisation? Cette décision détermine en grande partie votre potentiel de revenus sur les prochaines décennies. Et contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, cette décision n'est pas irréversible. Il n'est jamais trop tard pour se former dans un nouveau domaine, pour pivoter vers une carrière plus rémunératrice, pour développer une expertise dans un secteur en croissance. La deuxième décision de levier, c'est la décision d'habitation. Louer ou acheter? Dans quelle ville? À quel prix? Ces décisions ont des implications financières considérables sur le long terme. Je ne vais pas vous dire qu'acheter est toujours mieux que louer. Ce n'est pas vrai. Ça dépend de votre situation, de votre mobilité, des prix du marché local, de votre horizon temporel. Mais c'est une décision qui mérite une analyse sérieuse plutôt qu'une décision prise sous pression sociale ou émotionnelle. La troisième décision de levier, c'est la décision de partenariat, que ce soit en affaires ou en mariage. Votre partenaire de vie a un impact direct sur votre situation financière à travers ses revenus, ses habitudes de dépenses, ses croyances sur l'argent et la façon dont vous gérez vos finances ensemble. Ce n'est pas romantique d'en parler ainsi, mais c'est réel. La quatrième décision de levier, c'est la décision de s'endetter ou non, et pourquoi. Nous en avons parlé plus tôt, mais je veux souligner que cette décision est l'une des plus importantes que vous prendrez. Une dette mal choisie peut vous enchaîner pendant des années. Une dette bien choisie peut accélérer votre construction de richesse. La cinquième décision de levier, c'est la décision de commencer à investir. Et quand? Nous avons vu l'impact dramatique du temps sur les intérêts composés. Chaque année que vous retardez cette décision a un coût réel et mesurable. Ces 5 décisions ne représentent peut-être que quelques moments dans votre vie, mais elles définissent le cadre dans lequel toutes vos autres décisions se déroulent. Y consacrer du temps, de la réflexion et de la formation est l'un des meilleurs investissements que vous puissiez faire. Je veux maintenant aborder quelque chose qui est peut-être le sujet le plus important de toute cette conversation. La vision à long terme. L'une des caractéristiques les plus constantes que j'ai observées chez les gens qui réussissent financièrement, c'est leur capacité à penser à long terme, à prendre des décisions aujourd'hui en tenant compte de leur impact dans 5, 10, 20 ans. Cette capacité est rare, et elle est rare parce qu'elle va à l'encontre de notre câblage biologique. Notre cerveau est conçu pour le court terme, pour les gratifications immédiates, pour les menaces immédiates. La pensée à long terme est une conquête de la conscience sur l'instinct. Mais c'est une conquête qui vaut la peine d'être faite, parce que presque toutes les bonnes décisions financières sont des décisions à long terme. Épargner maintenant pour avoir plus tard, investir maintenant pour la liberté future, résister à une dépense maintenant pour un objectif plus grand. Et presque toutes les mauvaises décisions financières sont des décisions à court terme. Acheter maintenant avec une carte de crédit, dépenser maintenant plutôt qu'épargner, vendre ses investissements quand le marché baisse par peur. Comment développer cette pensée à long terme? Voici quelques pratiques concrètes. Premièrement, écrivez vos objectifs financiers à long terme. Pas vaguement, précisément. Dans 10 ans, je veux avoir X euros investis. Dans 20 ans, je veux générer Y de revenus passifs par mois. Avoir ces objectifs écrits et visibles les rend réels. Ils deviennent un filtre à travers lequel vous évaluez vos décisions présentes. Deuxièmement, pratiquez ce que j'appelle la projection en avant. Quand vous êtes face à une décision financière, projetez-vous dans le futur. Si je prends cette décision aujourd'hui, où est-ce que je serai dans 5 ans? Dans 10 ans? Cette projection simple peut transformer la façon dont vous voyez les décisions. Troisièmement, lisez des biographies et des histoires de gens qui ont construit de la richesse sur le long terme. Ces histoires calibrent votre sens du temps. Elles vous montrent que les grandes réussites financières sont presque toujours le résultat de décisions cohérentes sur de longues périodes, pas de coups de chance ou de raccourcis. Quatrièmement, entourez-vous de gens qui pensent à long terme. Comme nous en avons parlé, votre environnement influence votre façon de penser. Des gens qui planifient, qui investissent, qui construisent pour l'avenir vont naturellement renforcer votre propre pensée à long terme. Je veux aussi parler brièvement d'un sujet que beaucoup de gens considèrent comme un luxe, mais que je considère comme une nécessité, la protection financière. Construire de la richesse
prend des années. La perdre peut prendre beaucoup moins de temps. Et il y a des risques réels dans la vie. Maladies graves, accidents, décès prématurés, perte d'emploi prolongée, qui peuvent dévaster une situation financière qui a pris des décennies à construire. L'assurance est souvent perçue comme une dépense inutile quand tout va bien, mais elle est en réalité un outil de protection de ce que vous construisez. Une assurance vie adaptée, une assurance invalidité, une protection en cas de perte d'emploi. Ces outils ne sont pas glamour, mais ils peuvent faire la différence entre une mauvaise passe et une catastrophe financière. De même, avoir un testament et une planification successorale de base, surtout si vous avez une famille ou des actifs significatifs, est une responsabilité que beaucoup de gens repoussent indéfiniment. Ce n'est pas une conversation agréable, mais c'est une conversation nécessaire. Protéger ce que vous construisez est aussi important que le construire. Permettez-moi maintenant de vous parler d'un aspect de la richesse qui est rarement discuté dans les livres de finances personnelles. La richesse intérieure. J'ai rencontré des gens très riches qui étaient profondément malheureux. Et j'ai rencontré des gens avec des revenus modestes qui rayonnaient d'une satisfaction et d'une paix intérieure profonde. L'argent, seul, ne crée pas le bonheur. Mais le manque d'argent peut créer beaucoup de stress et de souffrance. La vraie richesse, telle que je la comprends, après des décennies de réflexion sur ce sujet, c'est une combinaison de plusieurs dimensions. La santé, sans elle, l'argent perd beaucoup de sa valeur. Les relations, des connexions profondes et authentiques avec des gens que vous aimez et qui vous aiment. Le sens, le sentiment que votre vie contribue à quelque chose de plus grand que vous-même. La liberté, la capacité de choisir comment vous passez votre temps. Et oui, la sécurité financière, qui enlève le poids constant de l'inquiétude matérielle et vous libère pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Ces dimensions sont interconnectées. La sécurité financière vous libère du stress qui détruit les relations et la santé. Des relations solides vous soutiennent dans les moments difficiles et vous aident à prendre de meilleures décisions. Une bonne santé vous donne l'énergie et la clarté pour construire votre vie financière. Le sens vous motive à persévérer quand c'est difficile. Construire un plan financier solide n'est donc pas une fin en soi. C'est un moyen de créer les conditions dans lesquelles vous pouvez vivre pleinement, contribuer généreusement et être vraiment libre. J'ai parlé pendant un long moment de stratégie, de principes, de mentalité. Maintenant, je veux vous laisser avec quelque chose de simple et de concret. Un plan en 5 étapes que vous pouvez commencer à mettre en œuvre dès cette semaine. Première étape, faites le point honnêtement sur votre situation actuelle. Combien gagnez-vous? Combien dépensez-vous? Combien avez-vous d'épargne? Combien avez-vous de dettes? À quel taux? Vous ne pouvez pas planifier sans connaître votre point de départ. Ce bilan peut être inconfortable, mais il est indispensable. Deuxième étape, définissez votre objectif de liberté financière. Quelle est votre définition personnelle de la liberté financière? Quel est votre nombre de libertés? Écrivez-le. Mettez-le quelque part où vous le verrez régulièrement. Troisième étape, mettez en place l'épargne automatique. Décidez d'un pourcentage, commencez par 10% si possible, ou moins si nécessaire. Et mettez en place un virement automatique le jour de votre salaire. Cet argent va dans un compte séparé, dédié à l'épargne et à l'investissement. Vous ne le voyez pas, vous ne le comptez pas dans votre budget quotidien. Quatrième étape, éliminez la dette de consommation. Listez vos dettes, priorisez par taux d'intérêt et mettez en place un plan de remboursement accéléré. Chaque euro, libéré par un remboursement de dette, est un euro qui peut commencer à travailler pour vous. Cinquième étape, commencez à investir, même modestement. Ouvrez un compte d'investissement. Renseignez-vous sur les options disponibles dans votre pays, PA, assurance vie, compte titres en France, par exemple. Commencez avec des fonds indiciels diversifiés à faible frais et investissez régulièrement, automatiquement, sans essayer de timer le marché. Ce plan n'est pas glamour. Il n'est pas compliqué. Il ne promet pas de vous rendre riche en 6 mois. Mais appliqué avec consistance, pendant des années, il a le pouvoir de transformer complètement votre situation financière. Avant de conclure, je veux vous dire quelque chose qui vient du fond de ma pensée sur ce sujet. La liberté financière n'est pas un privilège réservé à quelques-uns. Ce n'est pas une question de chance, de naissance ou de circonstances parfaites. C'est le résultat de décisions, des décisions que vous pouvez prendre, que vous pouvez commencer à prendre aujourd'hui. J'ai vu des gens partir de rien, vraiment de rien, et construire une sécurité,
et une liberté financière remarquable. J'ai vu des gens qui semblaient avoir tous les avantages dilapider leur patrimoine par de mauvaises habitudes et une mauvaise mentalité. La différence n'était pas dans les ressources. Elle était dans la façon de penser et d'agir. Vous avez en ce moment tout ce qu'il faut pour commencer. Vous n'avez pas besoin de plus d'argent pour commencer. Vous n'avez pas besoin d'attendre le bon moment. Vous n'avez pas besoin d'une formation spéciale ou d'un diplôme particulier. Vous avez besoin d'une décision. La décision de prendre votre vie financière en main. La décision de vous traiter vous-même comme la priorité. La décision de commencer maintenant avec ce que vous avez, là où vous êtes. Il y a une phrase que j'aime répéter à la fin de mes conférences, parce qu'elle capture quelque chose d'essentiel sur la nature du changement. Le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Votre liberté financière est un arbre. Chaque euro épargné, chaque bonne décision, chaque habitude développée est une graine. Le sol est votre mentalité, et le temps est votre allié le plus puissant. Commencez à planter aujourd'hui, pas demain. Pas quand les conditions seront meilleures, pas quand vous gagnerez plus. Aujourd'hui, avec ce que vous avez, là où vous en êtes. Parce que dans 10 ans, vous regarderez en arrière, et vous serez soit content d'avoir commencé aujourd'hui, soit vous regretterez de ne pas l'avoir fait. Il n'y a pas d'autre option. Choisissez la première. Vous le méritez, et surtout, vous en êtes capable. Merci d'avoir été présent avec moi pendant cette heure. Prenez soin de vous, continuez à apprendre, continuez à grandir. Et n'oubliez jamais, votre avenir financier est entre vos mains, exactement là où il devrait être.